Swag. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Alors, Marvin Vettori, Paulo Costa, les deux mal aimés finalement vont peut-être bientôt s'affronter. C'est Marvin Vettori qui a lancé tout ça lors d'une interview accordée à BT Sports juste après sa défaite face à Israël Adesanya. Il a dit: j'aimerais affronter ce drunk guy, donc ce mec ivre, ce mec bourré, Paulo Costa. Borrachinha a répondu positivement. Ma foi. D'ailleurs, il a répondu positivement, mais il a répondu. Alors, c'est peut-être moi qui ai mal pigé le truc, mais je sais pas si c'était sur Twitter ou sur Insta, le post. Je n'ai rien compris à sa réponse. Parce que oui, ça avait l'air d'être positif, en mode je veux l'affronter, mais sa phrase n'avait aucun sens, à moins que je ne l'ai mal comprise. Alors, mais laisse-moi regarder tout ça. donc, ça ressemble beaucoup à je vais l'affronter, mais les mots en anglais utilisés, alors ça n'est pas son langage, il est brésilien. Donc, ça n'est pas une moquerie gratuite, mais c'est juste que... oui, non, c'est... si, c'était assez marrant. I can fight this man if he show to fight like that. Bon, c'est parce que voilà. C'est par rapport à la vanne avec son short qu'il a mis à l'envers. Ah, purée! Mais ça, c'est moi qui suis teubé. C'est moi. Et c'est pour ça que parce que c'est vrai que quand on voit directement sur son profil, on ne voit pas le reste. Donc c'est vrai qu'on se dit c'est un petit peu bizarre. Ok, bah oui, voilà, d'accord. Ok, oh, putain, mais oui, mais oui, parce que c'est pour ça qu'Israël Adesanya avait fait des vannes là-dessus lors de la conférence de presse. C'est que Marvin Vettori a fait son shooting UFC avec le short à l'envers. Ok, et ça, est-ce que, quand même, on a le droit de se moquer? Attendez, des conneries comme ça, on en fait tous, donc acceptons qu'on se moque de nous et de pouvoir se moquer des gens, parce que là, franchement, mais purée, mais mettre sa culotte à l'envers, quoi, sans déconner. Non, mais surtout, ce qui est le plus drôle, c'est, et puis qui a participé à des shootings UFC, c'est que, tellement, il y a le gars qui lui file des fringues, il y a le photographe, il y a les mecs qui sont à côté, il y a l'équipe, il y a personne. Et sachant qu'il avait déjà combattu avec ce short-là contre Kevin Holland. Mais à quel moment En plus, c'est terrible parce que tu sais, il avait passé cette conférence de presse à dire à Adesanya: non mais attends, on parle de style là, est-ce qu'on est en train de est-ce que c'est vraiment une question que je suis le mieux habillé? Et le mec se présente avec son pantalon à l'envers, quoi. C'était avant le pantalon à l'envers, c'était avant la conférence de presse. Alors, il a encore plus de panache de faire ce genre de vanne à la conférence de presse. Ouais, exactement. Bon, enfin bon, allez, lançons le générique, Ah là là. Bref, donc, entre le King of Style, Marvin Vettori, le King of Paulo Costa, Borrachinha, pour ma part, c'est intéressant, je trouve. Numéro 3 mondial, Marvin Vettori, peut-être qu'il est redescendu dans les classements depuis sa défaite face à Israël Adesanya. Paulo Costa, lui, numéro 2. Oh là là, ouais, faut dormir la nuit, il faut manger de la soupe pour grandir. Ah, bah je sais bien, mais trop de travail, écoutez. Ah bah, alors, donc Marvin Vettori contre Paulo Costa Borrachinha, moi je trouve que c'est assez intéressant. Et puis c'est vrai que mine de rien, ça montre quand même que Dana White a, en conférence de presse, quand il dit oui, Paulo Costa, il avait ouvert sa bouche, machin, je l'ai remis en place tranquillement. Oh ouais, oh là là, c'est parti en concours de tub à moitié. Bah, mais concours de tub à moitié, bah, on est passé de Borrachinha qui dit payez-moi comme un mec de main event, machin, je vais pas combattre et tout, à bah ok, je vais affronter Marvin Vettori. En l'espace de 24 heures. Ouais, ah bah ça tout va vite dans le football. Mais attends, mais en plus, moi il y a un truc, alors c'est bien qu'on soit là, alors, le coup du « je ne suis pas payé assez », moi j'ai été relire les articles et c'était à propos d'un combat où l'UFC lui offrait 350 000 $. Alors, il n'y a pas eu les montants exacts, mais c'était contre Jared Cannonier pour être main event au mois d'août. Ouais. Et voilà, sachant que Dana White a précisé qu'il avait été re-signé, parce que comme il avait refusé les précédents combats, il avait été re-signé par l'UFC. Et Paulo Costa a dit: je veux être payé comme un fighter de main event, mais il n'y avait pas de montant qui était mis dessus. D'accord, parce que moi, dans l'article que j'avais vu ce matin sur MMA Fighting, il parlait de 350 000 $. Et bah, du coup, c'est vrai que... parce que j'étais en mode, de toute façon, ça n'enlève rien à ce qu'on dit toujours, qui est que ils ne sont pas payés à leur juste valeur, les combattants en MMA.
Mais néanmoins, 350 000 dollars, c'était quand même énorme. Enfin, pour le payday de quelqu'un qui n'est ni champion ni ancien champion, c'était quand même énorme. Et du coup, C'est j'ai trouvé monstrueux, ça. Ouais, c'est plus que ce que touche Dustin Poirier. ouais, voilà, donc j'ai trouvé ça impressionnant. Après, si c'est ça et si c'est bien cet ordre-là dans lequel ça s'est passé, je pense que Paulo Costa en fait réfléchit en termes de par rapport aux youtubeurs parce qu'il y a eu tout un truc pendant la Ouais, semaine de Logan Paul versus Mayweather. Donc je pense qu'en fait Paulo Costa est plutôt en comparaison avec ce qui se fait dans les YouTube Money Fight, etc. et pas vraiment par rapport à ce qui se fait en MMA. Donc, mais ouais, enfin, en tout cas, la parenthèse fermée sur ses salaires, etc. C'est vrai que c'est un peu un combat entre les deux mal-aimés, j'ai l'impression de l'UFC parce que je sais pas, Marvin Vettori, il est extrêmement naturel et enthousiaste, et etc. Et en fait, les gens l'aiment beaucoup, et moi le premier, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que son stock est un peu descendu, au-delà même du combat qu'il a perdu de la tête et des épaules, avec le fait que, encore une fois, il a dit qu'il avait gagné le combat selon ses propres scores, selon ses propres machins. Et ça, j'ai l'impression qu'en fait, ça fait passer les gens un petit peu en mode ah d'accord, c'est ce genre de gars en fait. Et ça, je crois que ça va faire un petit peu de mal à son image. Donc, pour Paulo Costa, pour Marvin Vettori, en fait, je pense que c'est le combat parfait, puisqu'ils sont tous les deux dans des dynamiques un peu similaires. Ils ont affronté Adesanya, ils ont été battus, mais les gens aiment bien les entendre en dehors de la cage parce que ça fait du spectacle. Et en plus de ça, c'est des gens qui viennent pour combattre et qui viennent pour des combats spectaculaires. Donc, ça aurait du sens de les faire s'affronter. Mais est-ce que ça va se faire? Je sais pas, parce que visiblement, Costa, ça a l'air d'être un peu chaud de l'amener et de le faire combattre. Mais Vettori, je sais pas s'il est intéressé. Enfin, je sais pas, ah, moi je pense, en vrai, je pense, parce qu'on en avait parlé en off, je crois, mon cher Russ. C'est vrai que là, Paulo Costa Borrachignac, qui reste sur deux combats qui est hyper intéressant pour lui, mine de rien, que ce soit Robert Whittaker ou Jared Cannonier, à chaque fois, il n'a pas pu venir. Pour Robert Whittaker, je crois, c'était le Covid ou une autre Ouais, maladie. Covid. C'était le Ouais. Covid. Et pour Jared Cannonier, c'est négociation salariale. Le gars est quand même numéro 2 mondial, donc ça veut dire qu'il est potentiellement à une victoire spectaculaire, surtout qu'en plus le pay-per-view avait fait 700 000 achats, donc avait très bien marché. Donc il est, à mon sens, à une victoire spectaculaire de sécuriser la revanche contre Israël Adesanya. Et le problème, c'est que l'UFC, tout va très vite. Donc si vous restez un petit peu trop longtemps, soit vous allez sortir des rankings, soit il y a d'autres mecs qui vont vous passer devant. Donc lui, il a tout intérêt à revenir rapidement face à un mec bien classé. Et Marvin Vettori, qui est numéro 3, pour moi, ça coche toutes les cases. Et de son côté, Vettori, on l'avait dit pas mal de fois en preview, sa plus belle victoire à l'UFC, ça reste contre Jack Hermanson, qui était, je crois, 6e au moment où ils se sont affrontés. Donc c'est vrai que c'est pas... il est 3e mondial, mais il n'a pas battu de mecs qui lui permettent de faire partie du gratin. Et donc s'il bat Paulo Costa Borrachina, ce sera le seul homme avec Israël Adesanya à avoir battu Paulo Costa. Et donc là aussi, je pense que le côté crédibilité sportive, il pourra cocher cette case-là. Donc pour moi, vraiment sportivement, je suis hyper favorable à ce combat-là. Absolument. En plus, après, plus sur un combat en 3 rounds. Plus sur un combat en 3 rounds, je dois Oui, l'avouer. voilà. Histoire qu'ils puissent vraiment y aller à fond, quoi. Exactement, parce que le truc, c'est que personnellement, en tout cas, je pense vraiment que si c'est en 5 rounds, je le donne plutôt à Marvin Vettori. Parce que Paulo Costa, on en avait parlé, on en parlait assez souvent. Certes, il met énormément de KO, mais c'est pas un gars qui peut éteindre la lumière en une seule frappe. C'est un gars qui va vous détruire en fait petit à petit. Et je pense qu'il n'arrivera pas à faire ça avec Marvin Vettori. Enfin, je veux dire, sur 5 rounds, je pense qu'en fait la dynamique va s'inverser au fil des rounds. Et en fait, le moment où ça peut basculer en faveur de Paulo Costa Borrachina, Marvin Vettori sera toujours là. Et les 2 derniers rounds, ça peut être très très compliqué en fait. Alors qu'en 3 rounds, je pense qu'on peut avoir un truc très très sympa et une victoire à la décision de Paulo Costa. Putain, la vache, bah voilà, t'as tout fait, les pronos, la preview, mais oui, je suis d'accord. En tout cas, quoi qu'il en soit, ouais, je suis tout à fait d'accord qu'en 3 rounds, honnêtement, ce sera beaucoup plus spectaculaire et l'UFC le sait, donc je n'ai personnellement aucun doute qu'ils en feront un combat en 3 rounds et pas, tu sais, une tête de UFC Fight Night. Et je suis tout à fait d'accord. Honnêtement, c'est le combat à faire en middleweight. Et il se fait tout seul, les deux le veulent. Il n'y a plus qu'à signer le papier, quoi. Même pas besoin de les payer, je vais vous dire.
Non, mais plus sérieusement, ouais. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Et mon cher Rust, on va finir là-dessus parce que c'est vrai que donc, Paulo Costa était en bif à l'UFC. Ce sera peut-être le sous-titre ou on ne sait pas de ce podcast-là. Georges Saint-Pierre qui a fait des révélations sur ses salaires en Ah, MMA est assez impressionnant. Je ne sais pas si Rust a lu l'article. oui. Et Ouais. bah, impressionnant quand même de se dire que Georges Saint-Pierre donc, a commencé premier combat pro, ticket au MMA, 1 300 $. Premier combat professionnel à l'UFC, 3000 plus 3000. Premier combat pour le titre contre Matthews. Et là, c'est chaud. 9 000 $ plus 9 000 $. Donc, il a perdu. Donc, il a juste touché 9 000 $ pour un combat pour le titre. Ouais. C'est tendu. C'était combien Dan Hardy? Parce que Dan Hardy aussi avait parlé de ça dans Voilà. son combat pour le titre contre Georges Saint-Pierre. Ouais, et je crois que c'était quelque chose comme, alors 14 000, il me semble, quelque chose comme ça. Est-ce que tu veux vérifier ou est-ce que tu veux juste Let's pour être go, sûr? Rusty. Let's go. Let's go, Ok, Rusty. Donc, vas-y, tout je ça vais pour vous dire vérifier. que c'est quand même assez chaud. Et ensuite, Georges Saint-Pierre, par contre, là, qui a fait un pari sur lui-même. Et c'est ce qu'on voit assez souvent. Paulo Costa avait également fait ça. D'ailleurs, c'est peut-être important qu'on en parle aussi. Et ça explique peut-être les problèmes de négociation que vit Paulo Costa actuellement à l'UFC. C'est vrai qu'il avait fait un pari sur lui-même aussi avec l'organisation. Où il lui avait proposé de re-signer un Voilà. combat. Et il avait attendu de battre, c'était, je crois, Johnny Hendricks. Johnny Hendricks pour ensuite re-signer avec l'UFC. Et ensuite, bah justement, il avait dit non, 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 non. Et à partir de Johnny Hendricks, il était à plus de 100 000 par combat parce qu'il avait justement fait un pari sur lui-même. Et Georges Saint-Pierre, c'est pareil en fait. Il était avec son contrat qui était pas terrible. Et au moment où il a gagné la ceinture, il était toujours sur son ancien contrat. Il a refusé de re-signer. Et pour le combat contre Fitch, ouais. Ah, c'est marrant, hein. Et pour le combat contre John Fitch, il a révélé que la veille du combat, en plus, pour déstabiliser un combattant, c'est quand même assez chaud. Ah, c'est, ouais. L'UFC est arrivé, Georges Saint-Pierre a dit avec un contrat monstrueux, c'était bien plus que 400 000 par combat qui touchait, et assez intéressant. Et c'est là que ça explique aussi pas mal de choses. C'est vrai qu'on sait que les combattants sont intéressés sur le pay-per-view, mais jusque-là, moi, j'avais pas entendu parler des combattants qui étaient intéressés sur la billetterie. Enfin, et d'ailleurs, je pense aussi qu'il n'y a pas que Georges Saint-Pierre, il y a des mecs aussi, quand on voit que Marken combattait toujours en Océanie, voilà, sont Ouais. aussi intéressés sur la billetterie. Donc là, vous avez dit, ah oui, c'est pour ça qu'il était toujours au Canada. Bah, c'est pour ça qu'il était toujours au Canada, tout simplement. Et Georges Saint-Pierre a dit que l'argent, le vrai, c'est sur les bonus de pay-per-view et sur l'intéressement au niveau de la billetterie. Et c'est d'ailleurs le titre de l'article originel, dans lequel Georges Saint-Pierre parlait de ça d'ailleurs. Il me semble que c'était l'UFC ne te paiera pas à ta juste valeur à moins que tu ne les forces, à moins que tu ne les y forces. Et en gros, ben voilà, c'est tout un article sur sa carrière, comme tu viens de le dire, et comment est-ce qu'il a géré sa carrière. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Et par rapport à Dan Hardy, donc le chiffre c'était 24 000 $. Donc il a combattu Georges Saint-Pierre pour 24 000 $, ce qui c'est vrai est ridicule pour un challenger, pour un titre UFC. Mais donc c'est déjà presque 3 fois le montant de ce pourquoi Georges Saint-Pierre a combattu, Matthews. Mathieu, Et c'est vrai que ça fait, comment dire, ça fait, tu vois, maintenant on pourra mettre ça à côté l'un de l'autre, ces deux exemples-là, parce qu'en fait on s'était dit, putain, c'est vraiment, c'est ouf que Dan Hardy ait dû faire ça, parce que du coup il peut pas se payer un camp d'entraînement face à Georges Saint-Pierre qui lui était millionnaire probablement déjà quand il a combattu, etc. Bah, en fait, Georges Saint-Pierre a vécu exactement la même chose. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir mettre tout ça en parallèle. Et c'est vrai que pour Georges Saint-Pierre, c'est vraiment fascinant de voir à quel point ça a été depuis le début un vrai bras de fer pour Georges Saint-Pierre de se dire bah, si je veux un jour être payé correctement, il faut que je commence dès mes premiers combats à mettre en œuvre une stratégie pour essayer de forcer la main à l'UFC. ouais. C'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que Georges Saint-Pierre, dès le début, s'est dit si je veux, comment dire, je vais devenir champion, mais puisque je vais devenir champion, il faut déjà que je commence à montrer les crocs et à montrer que je ne me satisferai pas des montants qui me sont proposés. C'est impressionnant d'intelligence, mais aussi de prise de risque de la part de Georges Saint-Pierre. Enfin, pour quelqu'un dont il a la réputation de ne jamais prendre de risques dans l'octogone, sur la fin de sa carrière en tout cas, bah, c'est clair que au niveau de sa gestion financière et de ses positions par rapport à l'UFC, vraiment, il a été monstrueusement couillu, quoi. Mm. C'est l'article, ouais, vraiment, vraiment, vraiment fascinant, quoi. Pour voir un petit peu les arcanes et les dessous des négociations avec l'UFC, c'était une leçon, quoi, de la part de Georges Saint-Pierre.
Et les gens qui se posent la question, parce qu'évidemment, vous allez tous dire, mais pourquoi ont-ils accepté de combattre soit pour 24 000 dollars, soit pour 9 000? CQFD, j'ai envie de vous dire. Parce que Georges Saint-Pierre, voilà, il a combattu pour 9 000 dollars. S'il avait remporté le titre, c'était jackpot pour lui pour la suite. Et là, vous le voyez, quand il a remporté la ceinture, il n'était pas sur son nouveau contrat. Là aussi, il a fait un pari sur lui-même en se disant, OK, je vais combattre pour le titre, je vais remporter la ceinture, mais je ne vais pas avoir ce gros contrat. Et c'est une fois qu'il a eu la ceinture et que là, finalement, le mec est champion pour votre organisation. Il est à, il est à la veille de faire une deuxième défense de ceinture et devient une superstar. Et si le gars peut potentiellement se barrer. Donc clairement, il a toutes les cartes en main pour négocier un énorme contrat. Et c'est ce que Georges Saint-Pierre Ouais, a fait. Alors que s'il avait re-signé avant, je dis n'importe quoi, peut-être pour 100 000, 150 000, il serait resté sur ce contrat-là et aurait été sous-payé beaucoup plus longtemps. Et ouais, enfin, pour finir sur JSP, 4 ans après, il revient face à Michael Bisping pour 10 millions de dollars et le plus gros salaire de sa carrière. ouais, monstrueux. Mais c'est vrai que quand tu compares ça avec, tu sais, on avait vu ce fameux documentaire de The Last Dance. Comment Mm. s'appelle, tu sais, le gars de l'équipe? Scottie Pippen. Voilà. Et bah, tu as les Scottie Pippen. Et c'est pas pour s'en prendre à Scottie Pippen, parce que pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire, c'est quelqu'un qui il a eu un contrat très tôt dans sa carrière, qui l'a en gros verrouillé pour tout le reste enfin, je crois que c'était 10 piges ou je sais pas trop quoi, sur un salaire qui était ridicule par rapport à ce qu'il était devenu au bout d'un moment, mais parce qu'il a voulu se mettre à l'abri très vite. Et Georges Saint-Pierre, qui venait lui-même comment dire, d'un milieu défavorisé et Ouais. qui clairement aurait Il a dit pu avoir son cette premier approche-là. job, il t'a fait pour 3 dollars de l'heure. Ouais, et puis on va pas répéter, tu sais, mais les anecdotes où il travaillait en tant qu'éboueur et il dégageait un salaire et la moitié de son salaire, il l'utilisait pour tous les week-ends aller en bus à New York je crois que c'était 8 heures de bus, un truc comme ça, pour aller faire des leçons avec John Danaher, etc. Enfin, la raison pour laquelle Georges Saint-Pierre est devenu la légende absolue qu'il est aujourd'hui, c'est pour tout ça. C'est parce que il s'est construit de cette manière-là en prenant tous ces énormes risques et en croyant en sa bonne étoile au point où il s'est dit, ben, de toute façon, je vais y arriver, je veux y arriver. Et du coup, je vais mettre tout en œuvre, quitte à prendre tous les risques. Parce que dans un univers parallèle, Georges Saint-Pierre qui se blesse, tu sais, qui se pète un genou, un truc comme Mhm. ça, Bah, ou il a quand pris il s'est tous fait ces les risques, croisés, par exemple. ou quand il s'est fait les croisés, qui aurait pu arriver beaucoup plus tôt. Et ben, dans un univers parallèle, c'est un Georges Saint-Pierre qui a pris tous ces risques, et qui se retrouve vraiment bah, peut-être à la rue, ou qui continue de faire des tafs qui, ben, en plus du coup avec un genou pété, tu sais, dans cet univers parallèle, ne lui permettent à peine de survivre en fait. Les risques qu'a pris Georges Saint-Pierre dans sa carrière, c'est monstrueux maintenant qu'on commence à avoir toutes ces données. Monstrueux. You're right, Big or Rusty. Enfin bref, voilà, donc vous savez, vous connaissez maintenant toute l'histoire de Georges Saint-Pierre et de ses salaires à l'UFC. En tout cas, c'est pas mal qu'il ait été transparent à ce sujet et ça Ouais, permet de voir, mine de rien, l'augmentation qu'il y a eu depuis à l'UFC parce que Georges Saint-Pierre est arrivé à 3 000 plus 3 000. ouais, Maintenant, vous êtes combattant à l'UFC, c'est 10 000 plus 10 000. Je crois plus 2 000 dollars de Venom Money. Donc, mine de rien, une sacrée évolution de ce côté-là de la part de l'UFC plus bah, pas mal de coups qui sont couverts. Donc, non, assez intéressant. En tout cas, ça avance dans la bonne direction. Mon cher Rust, je vais vous dire à la prochaine. Big shout out à my sweet protein. Moins 40% sur tout my protein avec le code la sueur. Et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See you soon. bon ouais.